Donc là, l'idée, c'est vraiment que bah, tu puisses nous partager, toi, ton expérience en tant qu'écrivain. Voilà. Ah, d'accord. Qui a pris la main dessus? Ah, dans mon Zoom, là, quelqu'un peut prendre la main dessus comme ça? Ah, Normal qu'on a deux toits, là, Rosine. je vois de Ah, fou. vous avez deux mots. Oui, Attends, on a je deux veux toits. la vidéo ici. Mais là, c'est une autre photo un peu. Ah, je ne sais pas si c'est toi, Rosine, mais voilà. Bon, alors du coup, bonjour à tout le monde, hein. Moi, je m'appelle Moussia. Je suis désolée, je suis arrivée un petit peu en retard. Donc, je me présente, je suis auteure et donc j'ai participé à la coordination du festival Brunch littéraire aux côtés de Rosine et aux côtés de Aïssata. Et donc, je suis enchantée de vous rencontrer, Patrice, parce que j'ai entendu parler de vous sans vous connaître avant. Et en tout cas, merci beaucoup pour votre présence, votre générosité et votre participation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je Merci. vois si les gens peuvent se connecter. Euh, c'est pas ça. Nous sommes déjà connectés. OK. Voilà. OK. C'est bon. Normalement, la réunion, elle est enregistrée. C'est bon. Elle est enregistrée. Il y a quelqu'un qui est arrivé. Bonjour, Monsieur Taillou, Madame Taillou, je sais pas. On commence dans une minute. Mhm. Voilà. Donc, il y a Monsieur Taillou qui est là. Je vais regarder par ici. Comme ça, je vais allonger mes mains là. Là, je vais regarder par ici. Tac, zoom. Ah oui, là, maintenant. Du coup, il s'est pas grave. Tu t'es en train de lancer. Ok. On va commencer. Les uns et les autres vont nous retrouver dans le. Voilà. Ça commence à venir Là, tranquillement. on a deux participants là, qui se sont connectés, trois. Oui, Je sais plus. oui, je vois ça. Euh, on va, on va, on va commencer quand même. On va commencer comme ça. Ceux qui arrivent vont nous retrouver dans le fil de la conversation. Donc, je voulais encore remercier Fatine Ganon justement d'avoir accepté de participer à cette. C'est comme une restitution hein, de notre concours d'écriture. Sur la thématique de notre concours d'écriture, c'était. C'était penser le monde par les mots. Et donc, on a reçu une quarantaine de textes qui étaient les uns aussi bien les uns que les autres. Et on devait justement nous retenir que 10. Donc, il n'en demeure pas moins que les tests, comme je l'ai dit, étaient très, très beaux. Les candidats ont vraiment travaillé la thématique, mais le jury, en fait, n'a pas
le jury a choisi les textes. En fait, ils sont tombés très vite d'accord sur les 10 textes qu'on devait mettre en avant. Et ces 10 textes-là, on va les transcrire en audio très prochainement et aussi en livre numérique aussi. Donc, en fait, c'est ce qu'on peut faire en fait pour tous ces auteurs amateurs qui, eux, bon, après, il y avait des auteurs pas forcément professionnels, mais semi-pro, qui ont déjà édité des livres, qui se sont amusés justement à nous envoyer leurs textes qui n'ont pas été retenus. C'est pas parce qu'on est auteur justement qu'on peut traiter justement certains sujets, c'est ce qu'on se rend compte. Et donc, les 10 textes ont été transcrits justement en livre audio, mais également en livre numérique, qui sera disponible sur les différentes plateformes prochainement. Et Oui. donc, pour présenter le professeur Patrick Galland, qui a accepté justement d'être avec nous aujourd'hui pour échanger sur la thématique de l'édition, sur l'édition. Pour ceux qui ne connaissent pas, Patrick Galland, en fait, est professeur dans une université américaine. C'est à New York, c'est ça? Il est professeur dans une université américaine. Il est né au Cameroun il y a une cinquantaine d'années. Il y a une cinquantaine d'années et il a obtenu il a un doctorat en littérature comparé à l'université Johann Wolfgang Goethe à Francfort, en Allemagne. Comme je disais, il est professeur et il est auteur aussi de plusieurs romans qui ont été acclamés dans le monde littéraire, dont Mon Plaisant, La saison des prunes, où justement il explore des thèmes sur l'identité, l'histoire coloniale et la résilience africaine. Il a une écriture très audacieuse en fait. Justement, ses livres sont traduits en plusieurs langues. Il est aussi très, très engagé. C'est un activiste, c'est un écrivain activiste qui peut voir des traductions. Voilà. Oui, 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 Non, oui. en fait, je lis en même temps ce qui est écrit sur mon truc. C'est un auteur activiste, un écrivain activiste qui est connu justement pour ses engagements envers la justice sociale et les droits de l'homme. Donc, il a été souvent, en tout cas, il est plus ou moins critiqué pour ses engagements, mais il n'en demeure pas moins qu'il il est justement très persistant parce qu'en fait, il veut promouvoir en fait la liberté d'expression et les valeurs démocratiques en Afrique. Donc, il a été honoré par plusieurs prix prestigieux pour son œuvre, pour ses œuvres qui continuent justement d'inspirer et de captiver le public, un public diversifié. Donc, il est également conférencier, donc il est souvent invité pour partager en fait son expérience lors des conférences et événements culturels à travers le monde. Il contribue ainsi justement au dialogue global sur la littérature africaine contemporaine. Donc, il incarne une voix audacieuse pour la littérature africaine moderne, utilisant sa plume pour pouvoir éclairer, inspirer et questionner les réalités du monde contemporain. Et sa contribution unique et sa passion pour la justice en font une figure incontournable de la scène littéraire mondiale. Et donc, voici deux de ces. Je vous ai parlé de Mon Plaisant et aussi d'autres livres, mais voici les derniers ouvrages qui ont été édités chez TM Édition. Bon, je sais pas, les autres, je cherche mes livres, je ne vois pas. Il y a des gens qui m'ont piqué des livres. Hein. Je cherche mes autres livres, je ne vois pas.
J'ai cherché mon mot plaisant. Je sais pas. Je suis bon, je vais encore bien fouiller parce que ça m'a fait quelque chose. Je dis que, mais qui est passé dans ma bibliothèque? Et donc, un des derniers, c'est premier président noir de France, et également Boudjak. Donc, j'espère que j'ai quand même j'ai essayé de tracer un portrait qui te ressemble. Oui, 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 Je bien me faire sûr. des commentaires par rapport à ça. Non, non, merci, merci, merci beaucoup, hein, et merci de m'avoir réveillé si tôt le matin pour me faire être ici. Parce que d'habitude, j'écris avec la main gauche, en fait, j'écris sur Internet avec la main gauche, donc un peu pour m'amuser, tu vois. Non, de ce fait, être sur Zoom aussi, c'est un peu la continuation de cela. Cependant, c'est pas le matin comme ça qu'on s'amuse. Voilà. Ouais. Donc, bon, je suis... Je vais laisser donc Aïssata qui va justement mener l'échange avec toi et les participants. Donc, je vais laisser la parole enfin à Aïssata. Aïssata, tu es en mode muet. Elle a un mute. Voilà, maintenant c'est bien. Pas encore, pas encore. Est-ce qu'on m'entend? Ouais, ouais. On t'attend bien. Yes, on t'entend bien là. Et, encore une fois, merci Patrice d'accepter de partager ton expérience avec nous et notamment avec les lauréats. L'idée, comme je le disais, c'est vraiment que ben, tu puisses aujourd'hui nous faire part de ton expérience en tant qu'écrivain, en tant aussi que doctorant dans la littérature, euh, pouvoir ben, nous partager, répondre aussi aux questions des lauréats. Et puis, en résumé, ça va être ça, mais je pense qu'on va rebondir aussi sur les propos enfin, lors de l'échange, on rebondira et on questionnera sur les différents sujets qu'on va aborder. Tout à l'heure, Rosine évoquait la thématique du festival et notamment du concours qui est penser le monde par les mots. Petite précision, le terme penser du verbe penser ses blessures. Donc, on est vraiment dans cette logique-là. Alors, peut-être, on a deux personnes qui ont participé au concours. Avant de te laisser la parole, Patrice, peut-être juste si vous souhaitez, hein, les personnes qui sont présentes, peut-être exprimer qu'est-ce qui vous a donné envie de d'écrire et de partager votre texte en lisant, en découvrant cette thématique. Est-ce que parmi, je vois Taïou et Forest, est-ce que l'un ou l'une de vous souhaite s'exprimer par rapport à ça? Non? Ou via le chat, hein, n'hésitez pas. Alors peut-être pour bah, du coup revenir à toi, Patrice, par rapport à cette thématique-là, avant d'aller plus loin, toi, qu'est-ce qu'elle t'inspire, le fait de penser le monde par les mots? Ah oui. En fait, d'abord, une fois de plus, merci hein, de de m'accueillir ici. Et c'est toujours un plaisir, vraiment. Surtout que je me suis un peu retiré de France. Donc, c'est un plaisir de participer à une activité qui est liée à la France. Euh, du moins, dès le départ, moi, j'ai toujours compris l'écriture comme ayant une valeur, du moins personnelle d'abord. Moi, j'ai mon premier livre d'ailleurs, ou bien autour de mon premier livre, 95 comme ça, Oui. je disais que j'écris pour moi d'abord. Et donc, d'écriture comme Soliloque. Donc, ça faisait un peu rire mes propres amis autour de moi. Mais en fait, par la suite, j'ai un peu systématisé ça et avant d'ouvrir. Et je me rends compte depuis que je suis un peu aux États-Unis comme ça, que c'est une vision qui a une place essentielle. C'est la vision thérapeutique.
de l'écriture et la vision activiste de l'écriture. La vision thérapeutique, c'est que, du moins, l'écriture permet déjà de maintenir un certain espace de santé mentale. On en parle maintenant, là, n'est-ce pas? Mental health, on en parle maintenant de plus en plus. Donc, c'est un peu ça, santé mentale. C'est-à-dire que euh, lorsque vous avez des problèmes, d'habitude, souvent, vous prenez des notes et ça relaxe un peu votre propre stress. Et c'est beaucoup plus, vous écrivez un poème, quelque chose comme ça. Lorsque vous avez des soucis, vous écrivez un petit poème et puis ça relaxe un peu votre pression mentale. Cet aspect-là est très sérieux et il peut être systématisé, il peut être élargi, par exemple, dans l'écriture euh, de ces mémoires. En fait, en français, le thème est peut-être mauvais parce que mémoire, c'est en anglais que j'ai finalement euh, la signification, c'est-à-dire un narratif de ce qui s'est passé, tout simplement. Ces mémoires-là, c'est pas dans le sens français de j'écris mes mémoires qui sont un peu 18e siècle, 19e siècle, Chateaubriand, etc. Mais dans le sens tout simplement de voici, le matin, je me suis levé et puis voilà, et lorsque je sortais, il y a un monsieur qui m'a insulté dans la rue et puis bon, c'est un salaud, mais ça me gâche la journée. Donc, qu'est-ce qui ne va pas ensuite? Il s'est mis à pleuvoir. Voilà. En français, d'habitude aussi, on dit que qu'on écrit un journal, mais de plus en plus, de moins en moins, les gens écrivent un journal. Donc, peut-être on le fait lorsqu'on est un enfant et c'est lorsqu'on est. Voilà. Mais de plus en plus, les gens s'expriment aussi sur les réseaux sociaux pour dire peut-être leurs sentiments. C'est un peu cet aspect-là qui apparaît dans mes postings dans les réseaux sociaux, c'est-à-dire cet aspect de parfois des aspirations, parfois d'amusement, c'est-à-dire de rire, où je finalement parle avec moi-même et puis les gens lisent. Donc, c'est ce côté-là qui, pour moi, a toujours été essentiel. C'est-à-dire que vraiment, je n'ai même pas besoin que les gens commentent, hein, et je suis juste surpris que les gens prennent ça au sérieux parce que je suis en train de m'amuser, en fait. Donc, avec ça, ce côté écriture pour soi, c'est déjà une thérapie personnelle, c'est-à-dire dans un monde qui est tout simplement absurde ou bien chaotique, hein? Donc, tout simplement prendre des notes. Là c'est la thérapie personnelle, vraiment dans le sens de mental health. Ouais. Euh, voilà. Et c'est uniquement durant ces dernières années-ci, je crois, durant ces derniers 5 ans, que la santé mentale est devenue un sujet vraiment public sérieux. Mais il faut aussi savoir que les écrivains ont toujours été un peu à la lisière de la santé mentale, parce que si on prend des écrivains comme Freud, évidemment, mais si on prend Nietzsche, si on prend Hölderlin, si on prend Nerval, etc., en France, n'est-ce pas? En Afrique, si on prend Dabuzo Marechera, on prend Wologwem, n'est-ce pas? Les écrivains sont toujours un peu à la lisière de ce qu'on appelle la folie. C'est-à-dire, l'imagination, c'est un peu l'antichambre de la folie, parce que la folie, évidemment, c'est une imagination qui n'est pas maîtrisée. Voilà. Donc, et même dans le sens de, bon, et aussi les écrivains sont dans l'antichambre de la dépression. C'est-à-dire, il y a quelque temps, là, j'ai échangé avec un jeune écrivain camerounais qui me disait qu'il est absolument déprimé dans le sens vraiment clinique, pas à pas. Donc, qui le disent même déjà était un pas. Non, c'est un jeune écrivain. Non, ce côté-là n'est pas, c'est-à-dire, c'est ça un peu l'écriture déjà. Là, c'est l'architecture de l'écriture personnelle. Vraiment, le thème là-dessus, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit en français, mental health. Comment est-ce qu'on dit en français? Charge mentale, c'est bon. Ben, On c'est ça, dit c'est ça. santé mentale, c'est Santé ça? mentale. Voilà, voilà, dans ce côté-là. Le second côté, j'ai dit, c'est maintenant l'écriture activiste, c'est-à-dire que maintenant, qu'est-ce que tu fais de ce texte-là que tu as écrit et qui parfois implique quelqu'un qui est, du moins, qui est un salaud, implique quelqu'un qui est, bon, je veux dire, qui est tout simplement un connard, mais aussi peut impliquer la police. On commence avec le salaud et le connard, n'est-ce pas? Mais ça peut impliquer la police, ça peut impliquer la gendarmerie, ça peut, en fait, les flics, etc., qui d'habitude sont des connards. Je veux dire, lorsqu'un flic met une contravention sur le véhicule, ta première réaction, c'est que ben, c'est un con. Donc, c'est la succession de ce connard-là qui devient l'institution publique et qui devient l'État. Lorsque
police te met les menottes aux mains et puis t'arrête, te met en prison, j'étais en prison, etc. Donc là, c'est la succession de ce personnage-là, du salaud. Ben, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu rentres également, toujours, et là, c'est la formation d'activiste dont j'ai pris conscience, je crois, en 1999, lorsque j'ai été arrêté pour la première fois. C'est-à-dire que la première chose à faire, c'est que il faut t'asseoir, n'est-ce pas? Bien sûr, lorsque tu as un instant de répit, il faut t'asseoir. La première chose que tu fais, c'est écrire le narratif de ce qui s'est passé, du début à la fin. Et donc, avec tous les détails, ils sont arrivés à la maison à 8h30 ou bien 8h35. Et donc, j'étais en train de me coucher, mais alors j'ai entendu un bruit, etc. Et ensuite, etc., etc. Tout le narratif. Et donc, qu'est-ce que tu en fais? C'est un narratif, bien sûr, qui est à la base d'une plainte formelle, parce que ça s'ajoute à la plainte. Donc, c'est le côté activiste. Mais parfois, la plainte n'est pas suffisante. Parfois, pour que la plainte soit activée, il faut qu'il y ait une pression. Donc, et là, le plus important, c'est ce qu'on appelle en anglais le leverage. Il faut une pression. Et donc, cette pression-là, parfois, c'est l'espace public. C'est-à-dire, par exemple, envoyer ce narratif-là aux médias devient utiliser les médias pour exercer une pression sur la force publique. Et donc, cette pression n'est possible que si le narratif est absolument complet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas de vide, etc. Et donc, l'intéressant, c'est que lorsque la personne ou bien l'écrivain, la victime, on pourrait dire, mais moi, je dis l'écrivain, la personne qui écrit donc, envoie le narratif en premier, le salaud se retrouve en train de réagir maintenant, se trouve en position seconde. Donc, la relation de pouvoir a été changée. Est-ce que le salaud qui était la personne qui venait agresser maintenant se retrouve en train d'expliquer pourquoi est-ce que, il se comportait comme ça? Et donc, l'écrivain se retrouve en position de force. Et moi, et donc, c'est la première victoire. Et moi, dans tous les processus où moi j'ai été du moins impliqué par arrestation, par ceci, par cela, avec cette méthode-là, j'ai toujours gagné. C'est-à-dire que la personne qui vient après, que ce soit au Cameroun, ma première arrestation en Allemagne en, en 1999, au Cameroun en 2004 en 2014, mon narratif a toujours écrasé la police, c'est-à-dire que, ou bien même en 2017, le narratif a toujours fondé la victoire parce que c'est un narratif qui est indiscutable. Indiscutable. Donc, la police vient après pour peut-être ajouter des petites notes, etc. Et donc, maintenant, ce narratif-là, c'est la base d'un livre. Ce que je suis en train de dire, c'est que ces deux narratifs, le premier qui est la base, n'est-ce pas, qui travaille la santé mentale, qui aide à survivre dans un environnement qui en fait est absurde, et le deuxième qui aide justement à se défendre, c'est ça le livre pour moi. N'est-ce pas? C'est-à-dire, le livre ne sort pas parce qu'on veut écrire un roman, etc. Non, 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 c'est un narratif vraiment pour soi déjà, pour pouvoir fabriquer sa santé mentale, pour pouvoir se défendre, n'est-ce pas? Donc, c'est un peu ça ma réponse à la question. Elle est vraiment pragmatique. C'est deux aspects qui, si j'avais le temps, j'ai de moins en moins de temps. Si j'avais le temps et que je faisais des cours d'enseignement d'écriture, ce serait fondé sur ces deux-là. Parce que ce sont des aspects qui sont toujours oubliés dans la formation des écrivains. Et moi, j'estime que ce sont les premiers aspects. Merci pour cette première réponse très enrichissante. Ça, c'est vrai que enfin, c'est vraiment fort parce que moi, ça me fait penser à plein de choses. Noussia, toi aussi, je pense, on complétera, mais c'est vrai que déjà, pour faire le lien avec la thématique, ce que je trouve important, c'est d'évoquer le rapport à soi par rapport à l'écriture. Et parce que ben, c'est vrai que moi aussi, en tant qu'auteur depuis quelques années, pour moi, j'écris avant tout pour moi-même. Et je me rends compte que au final, quand on a cette thématique penser le monde par les mots, c'est avant tout ben, se penser soi-même. Et c'est de cette façon-là que c'est comme ça un peu que je le comprends, c'est d'ailleurs par l'écriture, écrire pour soi, c'est une première base, un premier pas vers le fait d'aller plus loin et notamment penser le monde. Et le lien entre l'écriture thérapeutique et l'écriture activiste,
c'est vrai qu'il il est très fort, en fait. Les deux sont liés. Et cette vision aussi très pragmatique de l'écriture, du narratif, qui a une place importante avec justement ce vécu par rapport à l'arrestation. Ben, c'est là enfin, pour moi, c'est déjà une première réponse qui montre que la thématique, elle est forte par rapport à la place de l'écriture dans le monde. Donc, moi, c'est un peu tout ça que ce que vous dites, ce que tu dis, pardon, m'inspire. Après, je ne sais pas si vous avez des questions avant qu'on poursuive sur d'autres choses par rapport à ce qui vient d'être dit, par rapport à la thématique, des remarques. Non. Moi, enfin, on m'entend bien? Ouais. Hmm? Oui, non, je disais que moi, je te rejoins complètement, Aïssata, sur ce que tu disais. Enfin, c'est très fort, ce message-là euh, d'écrire pour soi. Et je pense que c'est peut-être une base, en fait, qu'on peut parfois oublier quand on devient écrivain, qu'on publie et qu'on est exposé, en fait, je veux dire, à un public, à toutes les réalités que cela engendre, en fait, de devenir écrivain et d'être en lien avec des lecteurs. On peut parfois se perdre en cours de route et oublier que c'est vrai que la base, ça reste quand même, euh, l'écriture, ça reste quand même une activité extrêmement personnelle et intimiste au départ. Et, euh, et en fait, en écrivant, moi, ce que j'ai beaucoup aimé en fait de ce que Patrice vient de dire, c'est que l'écriture devient pouvoir en fait. L'écriture devient pouvoir et je trouve ça vraiment très, très puissant et fort de matérialiser ça, en fait, de se dire, ben voilà, quand vous dites qu'en écrivant, vous avez inversé les rôles avec finalement ceux qui, ceux qui agressent initialement, ceux qui veulent écraser au départ et que avec le pouvoir des mots, eh bien, on peut inverser justement cette tendance et prendre en fait ce pouvoir-là. Donc c'est vraiment euh, être dans cette action-là. Donc je trouve ça vraiment très très fort et ça me parle beaucoup. Et du coup, moi j'avais une question, Patrice, enfin, quel conseil en fait vous donneriez à de jeunes écrivains euh, en termes enfin, je veux dire, pour préserver cette authenticité d'écrivain. Euh, Comment est-ce qu'on fait? Parce que au départ, le premier livre, moi, j'ai tendance à me dire que, eh bien, oui, c'est peut-être le plus authentique parce que parfois, en fait, on répond à un appel quand on écrit la première fois, on se lance, on ne sait pas dans quoi on s'engage, donc qu'est-ce que ça va devenir, etc. Et comment est-ce qu'on perdure? Comment est-ce qu'on continue, en fait, et on préserve cette authenticité-là tout au long de sa carrière, vous qui avez justement cette carrière admirable, comment est-ce qu'on préserve cette écriture pour soi, cette écriture euh, personnel sans vouloir, voilà, c'est-à-dire entrer dans dans d'autres considérations qui viendraient, je dirais, dénaturer finalement notre créativité. Est-ce que vous avez des techniques, des routines Ah ouais. ou des Ah ouais. conseils sur ça? Oui, oui. En fait, hein, les deux chapitres là que moi j'ai mentionnés, c'est-à-dire le chapitre santé mentale, et, Mhm. et vraiment peuvent être systématisés, c'est-à-dire on peut les systématiser en genre, n'est-ce pas? Bien, prenons par exemple une personne, et les écrivains ont justement cette tendance également à parfois boire beaucoup. Je suis dans la scène de l'écriture depuis que j'ai 13 ans. Donc, il y en a qui sont alcooliques, il y en a, j'en connais qui sont très connus là, n'est-ce pas, qui ont traversé des phases d'alcoolisme qui sont ascendantes et puis descendantes, n'est-ce pas? Donc, avec ça, il y a évidemment des centres de désintoxication qui sont fondés sur la libération par rapport à l'alcool. Mais ces centres-là utilisent justement les techniques de l'écriture également, n'est-ce pas? Donc voilà l'écriture comme architecture même de la santé mentale. Je vais prendre un petit chapitre, n'est-ce pas, pour pouvoir expliciter ça. La peinture, parce que je vois une peinture derrière moi qui a été faite par le fils d'un écrivain, d'un grand écrivain américain, n'est-ce pas, qui a eu deux fois voilà,
Pulitzer Prize, etc., et qui, justement, du moins, se bat avec des problèmes de santé mentale. Je vais prendre un peintre, Van Gogh. Aucun d'entre nous ne pouvait être dans une maison avec Van Gogh parce qu'il était ce qu'on appelait littéralement fou. C'est-à-dire qu'ils allaient vous assassiner. Donc, donc, il faut... Lorsqu'on voit les peintures de Van Gogh, c'est beau, mais on ne se représente pas ce que c'est que de vivre avec Van Gogh. ou bien des gens comme les Gauguins, etc. On ne se représente pas ce que c'est que de vivre avec eux. C'est impossible. Voilà. Donc, ou même, je reviens sur des gens comme Nietzsche. C'est impossible, c'était impossible de vivre avec quelqu'un comme lui. Donc, c'est un peu cet aspect-là qu'il faut, qu'on tend à oublier dans la littérature africaine. N'est-ce pas? Or, ce sont des aspects humains. C'est ce qui fait que l'écrivain africain, n'est-ce pas, soit un être humain totalement fondamental et qui a besoin, parce que d'où vient la nécessité de raconter une histoire? Ça vient de là. Parce que d'où vient la nécessité de raconter une histoire, pas dans une cour, mais dans un livre ou avec la conviction que personne ne va peut-être le publier. Mais cette histoire est quand même écrite dans un manuscrit. Lorsqu'on écrit un manuscrit, on ne sait même pas si on aura un éditeur. On ne sait même pas si on va en trouver un. Quelle que soit l'installation de sa propre carrière, on ne sait pas. Donc, il peut être mauvais, il peut être raté, etc. Donc, c'est là que vient la nécessité d'écrire une histoire parce qu'on ne sait pas si cette histoire aura un lecteur. Voilà. Et donc, pour répondre systématiquement à la question, ce qui naît de ça, je vais prendre l'exemple d'un écrivain noir américain, voilà, qui dit, c'est Zora Neale Hurston, qui dit à la fin de The Eyes Were Watching God, qui dit ses yeux regardaient Dieu, que je crois que c'est ça la traduction en français, qui dit que le personnage dit, j'avais la volonté d'être compris, ou bien j'espère qu'on me comprend. J'espère qu'on me comprend. Donc, cette volonté simple, ou même, je vais prendre Nietzsche encore, qui dit que lui, il a la conviction que qu'il n'est pas contemporain aux gens qui le lisent. En fait, que ce sont des gens qui viendront après sa mort qui vont le lire. Ça veut donc dire que tous les livres qu'il écrit, c'est une gradation. Après le premier livre, il se rend compte qu'il n'est toujours pas compris. Après le second, il se rend compte qu'il n'a pas suffisamment expliqué ce qu'il voulait dire. Après le troisième, il se rend compte que non, jusque-là, ça ne marche pas. Après le quatrième, il dit non, changeons de stratégie. J'écrivais peut-être des essais philosophiques, je vais passer à la poésie. Peut-être avec la poésie, les gens vont comprendre mieux. Avec la poésie, il se rend compte que non, avec la poésie, ça ne marche pas. Il dit non, prenons le théâtre. Avec le théâtre, peut-être avec le théâtre, les gens vont comprendre mieux, n'est-ce pas? Et donc, ou bien peut-être je vais m'exprimer avec beaucoup plus de facilité pour dire la complexité de ce que j'ai sur la table. Donc, je vais prendre le théâtre. Les gens ne comprennent pas. Il dit, bon, prenons des personnages pour pouvoir narrativer ce que j'essaie de raconter. Donc, je prends la fiction maintenant, n'est-ce pas? Donc, c'est un roman. Les gens ne comprennent toujours pas. Il dit, bon, prenons un second roman. Venons maintenant sur l'autobiographie. Je vais raconter les successions de ce que j'ai traversé. Les gens ne comprennent toujours pas. Donc, à la fin, on se retrouve avec 20 livres, avec 5 genres, avec la poésie, avec l'essai, avec la prose, etc., mais qui sont fondés dans cette volonté qu'on appelle en anglais d'articulation, c'est-à-dire d'articulation d'un problème bien précis. Parce que si on prend n'importe quel écrivain à la langue, peut-être avant ou après, moi, d'habitude, c'est avant, après, chez certains, on va dire quelle est ta problématique. En français, on dit quel est ton problème. En fait, au Cameroun, on dit toi là, quel est ton problème? Dis-nous quel est ton problème. N'est-ce pas? Donc, une question simple, quel est ton problème? Eh bien, l'écrivain, pour donc retrouver son problème, ou bien en français un peu réfléchi, théorique, on dirait quelle est ta problématique. Et donc, qu'est-ce que tu veux articuler comme situation, du moins narrative, hein? Ou bien, on dit souvent en écriture, on dit quel est ton projet esthétique, n'est-ce pas? Ben c'est caché, en fait, ces questions simples. Ou au Cameroun, on est d'habitude terre à terre. On dit, toi, là, quel est ton problème? N'est-ce pas? Et donc, c'est ça la question, en fait. Quel est ton problème? Et donc,
De livre en livre, les gens vont écrire des thèses. Par exemple, chez moi, je vois des thèses en thèse, en thèse, thèse en thèse. Les gens trouvent des chapitres de ce problème-là. Mais je ne les lis pas. Je me rends quand même compte que les gens essayent de trouver des réponses à cette question primordiale. Quel est ton problème? N'est-ce pas? Donc, c'est à la suite de cela qu'on se rend compte qu'on a écrit plusieurs livres. Et on se rend compte souvent après un livre que, bon, j'ai déjà tout dit. Et soudain, on se rend compte, 2 ans après ce livre-là, qu'on a en fait rien dit, qu'il faut tout recommencer. Donc, je crois que je suis en train de répondre systématiquement à la question là pour dire que si on commence, et il faut toujours commencer avec cet aspect-là, de un, santé mentale, deux, en fait, il y a ce grand écrivain euh, du Malawi, j'oublie son nom maintenant, qui parlait de sanity, to get my sanity back. Voilà. Donc, c'est cet aspect-là. Jack Mapanji, c'est son nom. Jack Mapanji, qui a parlé to get my sanity back. Et si on prend Wole Soyinka, il le dit plusieurs fois, c'est-à-dire pour avoir sa santé mentale. Hein, il narrative donc quelque chose qui lui permet d'avoir une certaine clarté à la fin. Mais il se rend toujours compte que ce n'est pas suffisant. Hein, et donc, il passe au second livre, il passe au second genre, voilà, il passe à un autre instrument de narration et il arrive toujours à ce côté qu'il n'est pas satisfait, n'est-ce pas? Et donc, c'est pourquoi les écrivains ne sont, en fait, les grands écrivains, je veux dire, sont rarement satisfaits, dans ce sens où c'est un problème d'articulation personnelle, où on se rend compte qu'on n'a pas suffisamment dit ce qu'on avait comme problème. Une vraie masterclass, hein? Tout à fait. Donc, au final, l'écrivain, de livre en livre, essaie de dire la même chose et de faire passer le même message, mais différemment. Oui. C'est un peu ça. Ok. Le problème, ça dit en fait, pour revenir sur les deux, bon, je n'ai pas pris, j'aurais bien pu prendre un troisième chapitre, mais ce n'est qu'une petite session que nous avons ici. On pouvait en faire un cours en général de plus d'un semestre. J'ai pris 2 exemples bien précis, la santé mentale et puis l'activisme, c'est-à-dire, n'est-ce pas? Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, avec ces 2 exemples-là, au niveau de l'analyse que je vois autour de moi ici aux États-Unis, on les résume souvent, ce qu'on appelle au Cameroun, quel est ton problème? On les résume souvent au niveau, ça avait le thème de trauma, de traumatisme. Donc, quel est le traumatisme qui te fait, du moins, ce qui te fait bouger? Bref, quel est ton problème? Dis-nous, on comprend aussi, n'est-ce pas? Donc, ce traumatisme-là, on peut dire au niveau historique que c'est le traumatisme d'être noir en France, n'est-ce pas? On revient sur voilà, l'histoire que l'introduction d'Aïssata, hein, le racisme, etc. On peut dire que c'est le traumatisme, hein, d'être noir, hein, dans une classe, dans mon quartier ici aux États-Unis, je suis le seul noir qui marche en route, tous mes voisins sont blancs et je me rends compte que tous mes voisins sont juifs. Avec ce qui se passe en Israël, Palestine, là, je me rends compte que je ne peux pas exprimer avec clarté ce que je veux dire parce que ça va heurter mes voisins et eux également, ils vont me heurter etc. Ça peut être le racisme, ça peut être le sexisme, ça peut être, etc., n'est-ce pas? Donc, on ouvre les chapitres pas à pas. On se rend compte qu'on est en train d'ouvrir les chapitres, mais un enfant, lorsqu'on écrit son premier livre, n'est-ce pas, on est encore un enfant. Donc, n'a pas encore la complexité de tous ces chapitres-là. Hein, n'a même pas encore le langage de tous ces chapitres-là, ne comprend même pas encore les dimensions multiples de la réalité qui l'entoure. Par exemple, lorsqu'on va se promener ici, on va voir que tout le monde est blanc. Mais on va se rendre compte pas à pas que tous sont juifs. Ça change les données, n'est-ce pas? Donc, et on va se rendre compte, par exemple, que tous sont éduqués, presque tous ont le doctorat. Donc, ça change encore les données. Donc, ce ne sont pas les gens qui travaillent dans une usine, etc. Donc, ça change les données. Mais un enfant ne va pas s'en rendre compte. Ou bien, quelqu'un qui vient immédiatement d'Afrique ne va pas s'en rendre compte. Il va dire que ce sont les Blancs. Et donc, selon le problème également, selon les problèmes qui se passent, les situations vont changer. Selon l'époque dont on parle, si on prend l'époque du 19e siècle, ça va changer, ça ne va pas être le racisme d'aujourd'hui, ça va être l'esclavage, etc. Donc, mais les situations principielles, c'est-à-dire, comme on dit, quel est ton problème, seront toujours les mêmes.
parce que c'est un noir qui entre dans un espace américain où il y a des blancs. Donc, on peut prendre le racisme, homme-homme, on peut prendre homme-femme sur le sexisme, etc., n'est-ce pas? Mais le problème originel, là, nous ramène sur la situation que j'ai présentée au départ de manière principielle. Hein? De manière principielle, dans ce sens où il y a le côté thérapeutique et il y a le côté activiste. N'est-ce pas? Le côté thérapeutique, c'est qu'est-ce que tu fais pour toi. Activiste, c'est qu'est-ce que tu fais pour les autres. C'est-à-dire, comment est-ce que tu te lis, n'est-ce pas, à ton bourreau. Hein? Merci. Je pense on va peut-être, parce que bon, on peut vous écouter parler pendant des heures. Toute la journée, je vous Moi, je vois vos paroles, hein, et du coup, peut-être qu'il y a ouais, d'autres questions, parce que je vois qu'il y a pas mal de personnes qui sont arrivées. ouais. De toute façon, là on n'était qu'à l'introduction avec la thématique. Donc, peut-être, Aïssa va vous dire, on a jusqu'à on a jusqu'à quatre segments de questions. Donc, peut-être avancer et revenir plus tard, justement, sur les discussions, sur les sujets, justement, qui vont nous marquer durant durant l'échange. Oui. Mais par mesure de prudence, j'aimerais quand même dire que à 11, il est 10 heures ici, à 11 heures, je devrais partir. Parce qu'il y a une jeune écrivaine ici. En fait, j'habite dans un espace où les écrivains viennent tout le temps. Il y a une jeune écrivaine que j'aimerais soutenir. Parce qu'il pleut là, elle va faire une lecture et il y aura très peu de personnes. Donc, D'accord. donc, j'aimerais Donc faire... ça veut dire qu'on a 1 heure là. Ça veut dire qu'on Oui, est oui, à 16 heures, nous, chez nous, à 16 heures, justement. Voilà. voilà. Donc, c'est pour ça qu'on va essayer d'avancer du coup. Et Mm. si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller aussi sur le mur de Patrice Ganda. Il est très réactif. N'hésitez pas à y aller pour justement avoir un échange avec lui sur des thématiques, le contacter pour pouvoir échanger avec lui sur la suite de cet échange. Voilà. Bon, peut-être j'aimerais dire, pour ouvrir un chapitre, hein, parce que l'écriture a évidemment changé au niveau de l'édition. Lorsque moi, j'ai commencé à publier, mon premier livre, je l'ai publié à Paris, les éditions françaises, les maisons d'édition françaises ne publiaient pas les Africains. Point. C'est-à-dire que ce n'était même pas une question de discussion, c'était uniquement qu'ils ne publiaient pas les Africains. Il y avait des histoires assez amusantes hein, un ami congolais qui a envoyé un manuscrit à un éditeur, disons lundi, il reçoit une réponse mardi que le manuscrit. C'est impossible pour l'éditeur d'avoir lu le manuscrit. C'est absolument impossible. Il reçoit une réponse au lendemain. Non, nous avons lu votre manuscrit, il ne correspond pas à... Non, c'est impossible. Et donc, ce qu'il a fait, il a envoyé le même manuscrit avec le nom d'un blanc. Et le manuscrit a été lu avec beaucoup plus de temps, n'est-ce pas? Littéralement, c'est un cinéaste congolais qui nous racontait ça. Donc, il a envoyé avec le nom de blanc et le manuscrit a été lu avec beaucoup plus de temps et il a eu une réponse identique, mais au moins avec la certitude que le manuscrit a été lu. Donc, Mm. concrètement, les éditions, voilà, les maisons d'édition françaises ne publiaient pas les Noirs. Là, c'est indiscutable. Donc, moi, j'ai publié mon premier livre en 1995. Il n'y a aucun écrivain qui peut me contredire. Aucun. C'est identique en Angleterre, c'est identique aux États-Unis. Ils ne publiaient pas les Noirs. Et donc, ça veut donc dire que ce que je disais avant, c'est pratiquement l'auto-écriture, c'est-à-dire on écrit pour soi, etc., avec la conviction qu'on ne sera jamais publié. Et donc, moi, c'est comme ça que j'ai grandi. Ce qui s'est passé entre-temps, c'est-à-dire de 95 là à aujourd'hui, ce n'est pas que les maisons d'édition ont décidé soudain de publier les Noirs. Non, 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 ce n'est pas. Parce que si on s'en va en France, moi, j'ai fait un peu le tour de toutes les maisons d'édition françaises en voyant leur staff. Leur staff est d'habitude absolument blanc. Donc, jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de noirs dans leur staff. Et donc, dans leur
équipe de lecture, dans leur, du moins ce qu'ils appellent attaché de presse, des choses de ce genre-là, dans leur relation par rapport au public, il n'y a pas de noirs. Donc, ce n'est pas que ces maisons-là qui sont absolument blanches aient soudain décidé, par antiracisme, d'accepter les écrivains noirs. Par exemple, tout à l'heure, on disait ce jeune qui a publié à Flammarion. En 95, c'était impossible. C'est-à-dire que c'était impossible. Mais ça ne veut pas dire que ce jeune qui a publié à Flammarion est soudain beaucoup plus intelligent que les gens de 95 dont tous les livres, tous les manuscrits étaient refusés. Ça ne veut pas le dire. Et on voit vous allez voir maintenant dans voilà, il y a Gallimard, il y a Flammarion, il y a tout le monde, là, Albert Michel, tout ça, ils ont des livres écrits par des Noirs. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut tout simplement dire que il y a de moins en moins de lecteurs de livres. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, c'est-à-dire les maisons d'édition se rendent compte que les gens ne lisent plus. Alors, ils sont en train de chercher des stratégies et ils se sont dit peut-être avec les Noirs, ils vont avoir un autre public parce que les gens ne lisent plus les livres. Il faut prendre, je vois, des choses comme Folio, voilà, etc. Où, à l'époque 95, Folio n'avait que des Blancs. C'est-à-dire que j'arrive du Cameroun, je viens d'Allemagne, je viens à Paris, on me présente tous les livres de Folio. Il n'y a que des Blancs là-dedans. Je dis, mais comment est-ce que le monde peut être comme ça? Ça veut dire que nous, on ne connaît rien. Et même les grands éditeurs, les grands écrivains africains qui ont eu des prix Nobel, n'est-ce pas, qui sont bien installés en Angleterre, etc., les Soyinka, les Achebe, etc., qui ont un passé. Rien, aucun. C'était un racisme structurel absolu. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment pas, où il n'y a pas d'exception. Le racisme a souvent des exceptions, où on dit un ou deux noirs, on les laisse passer. Là, il n'y en avait pas. Il y avait peut-être, oui, je dirais une exception, c'était Édouard Glissant. Édouard Glissant avait un roman publié et voilà, peut-être Maryse Condé un peu dans Folio, mais c'était un racisme absolu. Ce qui a donc changé, c'est que les maisons d'édition se rendent compte soudain qu'ils peuvent publier autant qu'ils veulent, à Gallimard, à Folio, à Flammarion, des personnes achètent ces livres-là. Et donc, les gens ne lisent plus. Donc, c'est un peu comme un chanteur qui ferait des cassettes ou bien des CD aujourd'hui. Les gens n'en achèteraient plus. Voilà. Donc, la compagnie de CD a fermé. Ou bien un cinéaste qui ferait des vidéocassettes. Ça ne marche plus parce que le marché a changé. Ça fait qu'ils sont obligés de changer aussi parce que le public est allé ailleurs. Et ils cherchent des stratégies. Voilà, durant les années 2000-2010, ils ont commencé à introduire certains Noirs qui se prennent la tête, qui se disent, voilà, comme ils sont publiés dans de grandes maisons d'édition françaises, Gallimard, Le Seuil, alors ils sont intelligents, ils sont grands. Non, c'est tout simplement que les gens ne lisaient plus. C'était fini, là. Et donc, maintenant, on peut voir en France, parce que je parle de France spécifiquement, parce que vous êtes en France. En France, on se rend compte qu'il y a, depuis 2020, un autre changement, c'est les prix littéraires. Les prix littéraires, d'habitude, n'étaient remis qu'à des grandes maisons d'édition. Gallimard, Le Seuil, etc. Ils se partageaient ça entre eux. Donc, c'était comme si c'était une petite chambre, là. Ils se partageaient les prix entre eux. Femina, Renaudot, c'est entre eux, là. Maintenant, soudain, on se rend compte que des petites maisons d'édition qui n'ont aucune visibilité autrement, prennent ces prix-là, n'est-ce pas? Le Goncourt, c'est une maison qu'on ne connaît pas, etc. Parce que même ces prix-là, c'est-à-dire, on s'est rendu compte que même les gens qui ont ces prix-là ne sont pas traduits. N'est-ce pas? C'est-à-dire, quelqu'un a le Goncourt, je vis aux États-Unis, il a le Goncourt en France, et je viens ici, je cherche son livre, le livre n'est nulle part. Et donc, les maisons d'édition également, ils se rendent compte qu'ils sont en train de travailler pour leur propre perte, qu'il manque une stratégie qui puisse toucher le lecteur d'aujourd'hui. Je suis en train peut-être d'être long, mais c'est pour expliquer que le jeune auteur qui écrit aujourd'hui, n'est-ce pas, écrit à l'époque des réseaux sociaux, écrit à l'époque des changements technologiques, écrit à l'époque où les mastodontes sont en train de tomber absolument, c'est-à-dire Gallimard, Le Seuil, etc., n'ont absolument aucune signification pour quiconque à l'extérieur de France, à l'intérieur de France. Ça ne marche plus, leur modèle.
C'est comme quelqu'un qui a la Rolls-Royce, n'est-ce pas? À l'époque où il faut faire le train, le métro pour aller au boulot. Tu fais quoi avec ta Rolls-Royce? Ça ne t'aide pas. Il faut la vendre. Il faut acheter une petite voiture. Tu vas la garer où? Ça ne marche plus. Donc, les temps ont absolument changé. Et donc, c'est une bonne nouvelle pour les jeunes écrivains. Parce que les jeunes écrivains, vous publiez, n'est-ce pas, dans une maison qui, comme on dit à l'époque, n'est pas une grande maison d'édition, mais vous avez le même espace de visibilité et puis d'action que n'importe quel auteur. Que n'importe quel auteur. Je vis ici à New York, qui est quand même le centre de l'édition américaine. Les écrivains français dont on parle en France, je ne les vois jamais ici. Ils ne sont jamais ici. Mais ils partent où, je me demande souvent. Ils partent peut-être en Allemagne. J'étais en Allemagne à l'époque. Hein? Peut-être qu'ils partent en Allemagne. Mais ça veut donc dire qu'ils ne quittent même pas la France. Ils ne quittent pas la France. Alors qu'un auteur qui est camerounais, qui est sénégalais, qui est ivoirien, déjà, si tu es en France, tu peux venir aux États-Unis, tu peux aller en Angleterre parce que la couleur de ta peau est absolument globale, n'est-ce pas? Et donc, ça nous présente des situations absolument extraordinaires où on découvre que le monde est beaucoup plus ouvert à un jeune auteur aujourd'hui qu'à un auteur, qu'on dit un grand auteur français. Parce que qui veut écouter un homme blanc aujourd'hui? C'est fini, là, le temps de l'homme blanc. On a mis le pied dans le plat directement on est rentré directement dans les problématiques. Hein. Donc, je pense que c'est vu le temps qui nous est, qui nous est imparti. Donc, je ne sais pas, Aïssa, comment toi tu veux procéder justement pour avancer justement toi sur ton canevas? Alors, bah, moi, pour ne rien cacher, moi, j'avais pas enfin, j'ai des questions de façon générale. Après, l'idée aussi, c'était vraiment de permettre aux personnes qui souhaitent poser des questions d'en poser. Moi, j'en ai plusieurs à mon niveau aussi. Mais moi, c'est par rapport à ce qui a été dit, j'avais plusieurs questions que j'avais notées. C'est vrai que c'est plus une remarque là par rapport au fait que aujourd'hui le monde de l'édition il est beaucoup plus ouvert et je trouve beaucoup plus élitiste. Euh, je perçois, enfin moins élitiste pour le coup qu'avant, avec cette démocratisation en fait du monde de l'édition. Donc au final, de ce que je comprends, c'est un bon point pour les personnes qui souhaitent se lancer. En parallèle, j'avais une autre question, donc là qui peuvent aussi intéresser peut-être les lauréats. C'est plus le fait, il y a un cap entre tout à l'heure, tu évoquais l'écriture thérapeutique, l'écriture activiste, et moi, plus généralement, un des sujets, quand j'échange avec des auteurs ou des personnes qui n'ont pas forcément publié de livres, mais qui écrivent, c'est comment passer le cap de j'écris, pour moi, j'écris parce que ça m'intéresse, j'écris parce que je participe à des concours et ça m'intéresse, au cap allez, maintenant, je vais soumettre mon livre en maison d'édition ou je vais publier un livre. Tout à l'heure, il y avait cette idée de message, cette volonté de vraiment transmettre un message, mais est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'il faut avoir justement cette envie de transmettre un message pour passer ce cap-là de l'écriture et quels conseils vous donneriez justement pour donner envie à ces personnes d'aller plus loin dans leur écriture? Oui, en fait, par rapport aux deux choses là que j'ai dit au départ, qui sont principielles, n'est-ce pas? L'écriture et puis santé mentale, et puis l'écriture, du moins, c'est pour se défendre, hein, activiste, dont on peut dire, mais tout simplement pour fonder sa défense sur quelque chose de concret, l'écriture défensive, je dirais. Euh, euh, avec ces deux-là, je ne crois pas qu'il y ait la nécessité d'avoir un message à passer. Parce qu'on découvre soi-même à la fin que voici, par exemple, les choses que moi j'aimerais dire. Je vais prendre un exemple
un peu simple, vraiment. C'est-à-dire, et puis je vais élaborer là-dessus. Lorsque moi, j'ai grandi, je suis né et j'ai grandi à Yaoundé. Je suis né et j'ai grandi à Yaoundé, vraiment dans une ambiance où j'ai rarement pensé à ma propre tribu. C'est-à-dire, je suis si analphabète au niveau de la tribu que je ne peux même pas dire où situer le nom de certains Camerounais. C'est-à-dire, un Camerounais me dit, par exemple, son nom, c'est Abouem. Je ne pourrais même pas dire si cette personne-là est de telle ou de telle tribu. Je ne pourrais pas. Et parce que j'ai grandi, lorsque je quittais le Cameroun à 23 ans, ce n'était même pas dans mon horizon parce que mon horizon, c'était l'allemand. Voilà, donc j'aimais l'allemand parce que je n'aimais pas le français. Donc j'aimais l'allemand, je lisais les livres en allemand, j'écrivais en allemand, j'écrivais même des poèmes en allemand. Au départ, j'ai réfléchissais sur écrire mon premier livre en allemand. Donc, j'ai écrit ma thèse en allemand. Donc, je vivais en allemand, quoi. Donc, je suis allé en Allemagne. Pour moi, c'était suffisant. Que je sois venu aux États-Unis, c'est sans doute parce qu'à un certain moment, c'était complexe d'avoir un boulot d'enseignant universitaire en Allemagne. Et moi, je voulais pas enseigner au lycée. Et donc, voilà, j'ai dit, je vais chercher un boulot à l'extérieur de l'Allemagne. Mais sinon, moi, c'est l'Allemagne. Et donc, bref, manière de dire que la discussion au Cameroun, pour moi, était toujours ésotérique. Ça ne m'intéressait pas du tout. Et donc, mais à la longue, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème dans ce pays-là, c'est-à-dire le problème de comment est-ce que les gens me regardent moi, comment est-ce que les gens me définissent moi. Et donc finalement, je dis, ben, c'est pas possible. Moi-même, c'est-à-dire, déjà même, je ne me regardais jamais comme un Bamileke. En fait, je me rappelle d'ailleurs la première fois où quelqu'un m'a dit, ben, tu es Bamileke, ça m'a surpris, ça m'a d'ailleurs étonné, ça m'a d'ailleurs énervé. Parce que je ne me suis jamais regardé comme ça. Mais alors, jamais. Et donc, c'est après que je me suis rendu compte que, mais j'aimerais comprendre cette affaire-là. Déjà parce que je parle très mal ma langue maternelle, très mal. Et c'est surprenant parce que j'ai une facilité absolue à apprendre des langues. Je parlais allemand dès que j'avais 14 ans. Lorsque je suis venu en Allemagne, je parlais couramment allemand. Et l'anglais, je le parle couramment. Donc, alors que lorsque je venais aux États-Unis, je ne comprenais pas l'anglais, je parle couramment. Mais ma propre langue maternelle, en fait, je veux dire, je la parle à peine. Donc, ça veut donc dire que ma relation avec l'espace biblique est vraiment, si je regarde ça de l'extérieur, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais au niveau de vouloir comprendre, donc, mais qu'est-ce qui ne va pas? On revient donc sur le côté thérapeutique, sur le côté défense, n'est-ce pas? C'est-à-dire que moi-même, je veux comprendre. Je dis que, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que les gens de ce pays-là où je suis né par hasard, hein, où le pays même déjà ne m'intéresse pas du tout parce que les conversations des gens ne m'intéressent pas. Moi, j'ai toujours dit le pays qui m'intéresse, où j'aimerais vivre, où j'aimerais m'installer, c'est le Nigeria. Et au Nigeria, celui où j'aimerais m'installer, l'espace où j'aimerais m'installer, c'est l'espace Yoruba. Parce que c'est un espace qui est vivant, c'est un espace qui est intéressant. Et je me rappelle lorsque je suis parti à Lagos, on ne vendait pas encore, au Cameroun, on ne vendait pas encore l'eau dans des sacs en plastique, dans des petits sacs. Et j'ai vu au Nigeria, je me disais, si je voulais faire des affaires, j'introduisais ça à Yaoundé, au Cameroun, et je devenais millionnaire. Voilà. Mais le Cameroun ne m'intéressait pas du tout. Donc, le Nigeria, j'ai fait le tour. Au niveau des pays francophones, celui qui m'intéresse toujours, c'est le Burkina Faso. J'ai fait le tour du Burkina Faso. J'aime le Burkina Faso. J'adore le Burkina Faso. J'aime leur simplicité. J'aime leur manière de faire les choses. Mes livres, même temps de chien, j'ai commencé à écrire ça au Burkina Faso. Mon premier livre, j'ai commencé à l'écrire au Nigeria. Le Cameroun ne m'a jamais inspiré à écrire des livres. Je vais au Cameroun tous les ans, mais lorsque je suis là, je n'ai même pas l'inspiration d'écrire un livre. Mais dès que je suis au Nigeria, au Burkina Faso, je sors de l'espace là, je commence à écrire des romans. Donc, ce sont des espaces qui, pour moi, sont narrativables. Ce sont des espaces qui m'enchantent, quoi, qui me rendent heureux. Et donc, Temps des chiens, par exemple, au niveau de... Tu voulais dire quelque chose, Aïssa? Ah non, oui, bah, par rapport à ce que je pense que tu venais, je veux dire justement, tu t'inspires de quoi quand Oui, tu parles oui. du environnement. Oui, manière de dire que la thématique que les gens voient dans mes propres livres, moi, je ne la vois pas dans mes livres. J'aimerais comprendre quelque chose. J'aimerais comprendre une situation qui dérange les gens.
Et donc, qui me dérange, en fait, où je me rends compte que c'est ça le problème des gens. Donc, c'est ça le problème. Ah oui, je dis, c'est ça votre problème. Et donc, et où je me rends compte finalement, c'est probablement ça qui faisait que le Cameroun, pour moi, n'était pas intéressant, n'est-ce pas? Et donc, ça devient grosso modo mathématique. Parce que je me rends compte, mais pourquoi est-ce que je suis Camerounais? Pourquoi est-ce que ma langue, même déjà, je la parle à peine? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait ça? Je suis dans d'autres pays, Burkina Faso, Nigeria, tout le monde est courant dans sa langue maternelle. Mais moi, je ne suis pas courant dans la mienne. Donc, je dis, mais pourquoi est-ce que c'est comme ça? Et donc, qu'est-ce qui m'arrive? Tu vois un peu comment est-ce que l'écriture thérapeutique devient liée à la langue, n'est-ce pas? Et donc, je peux dire, c'est à cause du tribalisme, c'est à cause de la colonisation, c'est à cause de, etc. Parce que j'aimerais comprendre. Le thème devient générique. Et donc, lorsque quelqu'un va lire, il va dire, oui, c'est ça le thème de Ghana, mais moi, j'aimerais comprendre une situation bien précise, qui pour moi est absolument extraordinaire. Parce que j'aime les langues. J'ai eu mon premier boulot aux États-Unis comme professeur de langue allemande aux États-Unis. Mais ma propre langue maternelle, je ne suis pas courant dans ma propre langue maternelle. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème. Et donc, lorsque je rentre dans le passé, je me rends compte que beaucoup de Camerounais ont ce problème-là et ont des problèmes de langue, etc., etc. Ça veut donc dire que finalement, la question que je posais avant, quel est ton problème, devient une question pragmatique chez moi. Il dit, ben, quel est ton problème? Voilà le problème là que moi, j'aimerais comprendre. Donc, de livre en livre, de livre en livre, n'est-ce pas? J'essaie de comprendre ça, je rentre dans le passé, je dis, ben, c'est pas possible, qu'est-ce qui ne va pas avec ce pays? Qu'est-ce qui ne va pas avec ces gens? Pourquoi est-ce qu'ils sont si méchants? Pourquoi est-ce qu'ils sont si imbéciles? Qu'est-ce qui ne va pas? Ça dit qu'est-ce qui n'arrive pas, qu'est-ce qui ne marche pas avec ce peuple-ci, qui n'arrive pas à comprendre que, voilà, des êtres humains sont, en fait, tout simplement, des êtres humains. Et donc, à la longue, je me rends compte d'un certain nombre de choses. La première, c'est que ça se cristallise autour d'un problème de langue, ça se cristallise autour d'un problème d'identité, ça se cristallise au niveau d'un pays, n'est-ce pas, le Cameroun, dont je parle toujours et toujours et toujours et toujours et toujours. Et donc, j'ai peut-être une douzaine de livres, tous c'est le Cameroun, le Cameroun, le Cameroun, le Cameroun. Donc, c'est parce que j'aimerais comprendre, n'est-ce pas? Et que moi, personnellement, je veux dire, je m'en fous. Si je n'étais pas écrivain, ce serait une préoccupation, n'est-ce pas? Mais j'aurais fait ma vie en faisant autre chose. Mais comme je suis écrivain, ça apparaît donc comme étant un problème. Ok. Et donc, par rapport à, pour toi, il y a cette notion de problème qui est importante. Moi, j'ai une question à poser à toutes les personnes là, qui sont présentes, parce que moi, ça me fait penser à la thématique du festival, qui était la littérature et l'engagement. Parmi toutes les personnes qui sont présentes et qui ont participé aussi au concours d'écriture, est-ce que vous considérez que un écrivain doit être forcément engagé? Est-ce que pour vous, c'est quelque chose d'évident ou non? Vous pouvez, si possible, répondre sur le chat, oui ou non. Et pourquoi je pose cette question-là? Parce que, Patrice, par rapport à ce que tu me dis, après tu me diras si j'ai bien compris ou si non, je vois justement cette notion d'engagement qui est importante. Il y a cette idée de vouloir comprendre. Il y a voilà, c'est quoi ton problème? Et quelque chose de pragmatique qui se cristallise, qui se matérialise par le livre. Est-ce que tu considères du coup que la littérature, le fait d'être écrivain, c'est dans cette idée de forcément vouloir comprendre quelque chose et de l'exprimer, est-ce que ça doit être forcément engagé? Ou quelle définition toi tu donnes de l'engagement par l'écriture? Bon, moi, je ne sais pas, hein. Je veux dire, lorsque j'ai commencé à publier, j'ai commencé à écrire lorsque j'avais 13 ans, comme ça, 14 ans. Donc, dans les perspectives que j'ai déjà décrites. Donc, lorsque moi j'ai commencé, et j'ai grandi à Yaoundé, dans l'espace artistique, où j'avais autour de moi des peintres, des écrivains, etc. Donc, j'étais au milieu des artistes. Et ça n'a pas changé. Donc, lorsque j'ai commencé à publier mes livres, les gens disaient, oui, c'est Mongo Betty, Mongo Betty. En fait, moi, j'étais toujours surpris parce que Mongo Betty, on l'a lu une fois à l'école.
c'est-à-dire, il y avait un de ces livres au programme, et sinon, les livres de mon voisin n'étaient pas disponibles. Mais personne ne m'a jamais dit, oh, quels sont les écrivains qui étaient autour de toi, c'est-à-dire les grands frères, les aînés, etc., qui étaient là, avec qui chez qui j'allais, qui me donnaient leurs livres à lire, un peu qui me formaient, quoi. Donc, personne n'a jamais posé cette question-là. Donc, en général, les gens posent des questions avec leur perspective, hein, c'est-à-dire, ils ont un certain nombre de canevas et ils approchent ton écriture avec ces canevas-là, qui ne sont pas nécessairement les tiens. Mais du moins, pour jouer le jeu, n'est-ce pas, c'est une manière de converser. Hein, donc, on répond, on converse avec, etc. On dit oui, c'est intéressant, écriture engagée, écriture politique, écriture, etc. Surtout qu'on veut déjà être écouté, on veut se comprendre aussi, on veut articuler les problèmes que l'on a, on veut du moins avoir une certaine clarté sur ses propres traumatismes, n'est-ce pas? On veut avoir une clarté là-dessus. Donc, c'est une manière de converser avec le monde. Mais moi, lorsque j'écris, je n'ai jamais considéré ma littérature comme étant engagée. Non, 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 non. Je n'ai vraiment jamais considéré ma littérature comme étant engagée. Parce que j'ai tout simplement toujours estimé qu'il y avait un certain nombre de problèmes que je ne comprenais pas. Donc, donc il y a un certain nombre de... vraiment, je reviens sur ce truc du départ, où le Camerounais dit, mais quel est ton problème? Et donc, le Camerounais, lorsqu'il le dit, d'habitude, c'est qu'il veut te donner l'argent, ou bien il veut être corrompu. Quel est ton problème? donc, donc, tu veux combien? Donc, ça résout le problème. Bon, comme l'écrivain ne peut pas résoudre le problème avec l'argent tout le temps, donc c'est de livre en livre. Donc, c'est un peu comme ça que moi, j'ai toujours compris la littérature. Il se passe quand même que, comme j'ai dit, il y a deux pays qui, pour moi, sont essentiels, le Nigeria et le Burkina Faso. Je dirais que le Nigeria, c'est mon pays vraiment de tête. Et le Burkina Faso, c'est mon pays de cœur. Et s'il y a une langue dans laquelle j'aurais souhaité m'exprimer vraiment, ce serait l'allemand. Parce que l'allemand est systématique. Donc, et les écrivains allemands que moi je lisais, ce sont des écrivains qui étaient systématiques. C'est-à-dire, même la langue est systématique. C'est-à-dire, c'est une langue qui prête à penser. C'est une langue qui bâtit un château, où on dit, voici la première chambre, voici la deuxième, voici la troisième, voici l'étage supérieur, voici le sous-sol, etc. Donc, c'est vraiment visible. Et donc, comme c'est visible, visiblement construit, ça permet de comprendre. Donc, j'ai dit, bon, ton problème, c'est en fait la chambre numéro 13. Ton problème, c'est la chambre, c'est le sous-sol. Ton problème, c'est la chambre numéro 2. Ton problème, c'est le troisième étage. Donc, ça me permet d'aligner un peu grosso modo les problèmes que moi j'ai. Et c'est comme ça donc que moi, j'écris. Donc, ce n'est pas par engagement, ce n'est pas par, n'est-ce pas, c'est uniquement pour comprendre. Je vais être un peu concret là-dessus. Parce que j'aimerais vraiment que l'on soit pragmatique. Hein. Lorsque j'ai commencé à écrire mes l'un de mes livres, Temps de chien, bon, beaucoup de gens ont dit, oui, tu parles de Bia, tu parles de Bia, Bia. Bon, quelqu'un va dire oui, quelqu'un va dire Sassou, quelqu'un à côté là va dire son président, et il y a des mains, etc., etc. Bref, un peu, l'Africain parle toujours de son pays. Donc, si je dis Bia, quelqu'un du Sénégal va dire oui, voilà, comme Wad. Donc, parce que les Africains, on est un peu en soliloque. Mais il se passe que, là, c'était en 95. C'était en 95 aussi, j'écrivais Temps de chien. Avant ça, mon premier roman, c'était voilà, 93, comme ça. Et donc, je parlais toujours de Biya. Nous voici en 2023. Biya est toujours président. Ouad n'est plus président. Voilà. C'est quelqu'un qui a une question, je crois. Hmm? De quelqu'un qui a une question. Oui, oui. Est-ce que tu veux poser ta question, du coup? Il y a Oui, Maïva qui a une question et Amadou Ouri, je crois. Enfin, il y a eu deux mains levées. Donc, Oui. Maëva, est-ce que tu veux poser ta question? oui, je vais la poser. Bonjour. Bonjour Maëva. Bonjour Maëva. Ok, ma question, c'est pour l'auteur. C'est pour
Patrice Gana, une personne que j'admire, je suis très fan. Et je suis un peu surprise ce matin d'entendre que son écriture n'est pas engagée à la base, parce que pour quelqu'un qui a suivi son parcours, c'est une littérature très forte, revendication. Et là, ça m'amène à me poser la question, est-ce que finalement, lorsque l'œuvre, l'écriture, l'écriture est indépendante de la lecture de la lecture en fait. Est-ce que l'œuvre, quand elle est produite, elle ne nous appartient plus finalement parce que l'interprétation qui est faite après, on ne s'y reconnaît pas. Est-ce que c'est ce que vous ressentez, Monsieur Patrice Nena? Bon, du moins, ça ne me dérange pas les interprétations, du moins, bon, lorsque c'est très volumineux, là, les thèses comme ça, je ne les lis pas. Et les critiques, je les lis. Donc, ça crée quand même c'est un certain débat. Voilà. Pour y revenir, l'engagement se limite d'habitude au texte que moi j'ai écrit sur la situation concrète des biens que nous vivons, n'est-ce pas? Donc, c'est ces textes-là qui présentent une littérature qu'on appellerait engagée. Bon, j'étais en train de dire vraiment pour achever un peu cette pensée-là que Biya, 95-93, écrivait déjà sur lui. Maintenant, 2023, on se rend compte que c'est le président africain qui est resté le plus longtemps au pouvoir devant nous. Et on va se rendre compte qu'il pourra faire 50 ans au pouvoir. Non, je me rends compte finalement que heureusement, j'ai commencé à écrire sur lui. Déjà, en 95, on peut voir une évolution d'une dictature, d'une tyrannie, d'un pouvoir, d'un système qui est, au demeurant, l'ami de l'Occident, qui a été fabriqué par l'Occident, qui est défendu par l'Occident, Occident qui présente son propre point de vue comme étant le point de vue de la liberté. Et donc, je peux dire, écoutez, vous parlez de démocratie, de l'autre côté, il y a l'autocratie. Voilà la démocratie que vous fabriquez. Voilà le Cameroun. Voilà l'Afrique centrale. Donc, nous sommes au cœur de l'Afrique centrale où ce n'est pas seulement l'IA, c'était des Bongos, c'était des Sassou Nguesso, etc. Donc, c'est tout un système qui est incarné dans ce personnage-là. N'est-ce pas? Donc, on peut le prendre de roman en roman, on va voir que je répète tout simplement ce que je viens de dire tout à l'heure comme un principe. N'est-ce pas que je suis en train de décrire une structure carcérale, une structure une gangreneuse, n'est-ce pas, qui a pris l'Afrique centrale, mais dans un espace qui, lui, se présente comme étant un espace de liberté, n'est-ce pas? Je peux extrapoler dessus, je peux prendre les États-Unis, je vais dire, bon, aux États-Unis, on dit, c'est le pays de la liberté, mais il faut voir comment les Noirs sont traités ici. Donc, c'est la même situation, du moins d'incarcération à l'intérieur d'un espace qui se veut libre. Voilà. Donc, c'est uniquement l'Occident qui se présente dans son hypocrisie. Et on peut dire maintenant que c'est l'engagement, mais évidemment, ce serait quand même surprenant si en 2023, à l'époque des réseaux sociaux, j'ai commencé à écrire lorsque Internet existait, à l'époque où tout est lisible, tout est visible, je me mets à écrire avec des pseudonymes pour parler des choses que tout le monde voit. Donc, ce serait quand même ridicule parce que la littérature ne servirait pas l'espace que je décris, tandis que tout le monde, avec Facebook, avec voilà, Twitter, décrit la situation beaucoup plus franchement, avec beaucoup moins d'hypocrisie qu'un écrivain si je le faisais avec des pseudonymes. Donc, je dirais que c'est la franchise, tout simplement la franchise. C'est beaucoup moins l'engagement que ce que j'appelais à l'époque. Avant là, ce que j'appelais la sincérité. Parler avec vraiment sincérité et dire, écoutez, ce qui se passe là-bas, c'est vraiment mauvais, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Euh, il y avait Amadou, il est plus là, Il est parti. il est parti à mince. Et Chouimeni, il avait levé la main à un moment donné. Oui, c'est Maëva, c'est elle qui a posé la question. Est-ce que tu veux rebondir par rapport à ça, Maëva? Non, non, j'ai compris le point de vue de l'auteur et finalement, je pense que ça, ça me conforte dans ma position que finalement l'écriture n'est pas une question d'engagement, elle est une question de sincérité envers soi-même, envers la vision du monde qu'on a et, j'ai apprécié la réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce qu'en fait, pour
extrapoler un peu là-dessus parce que, bon, j'ouvre un autre chapitre. Je prends Temps des chiens. Lorsque j'ai publié Temps des chiens, c'était la seconde partie d'une trilogie que j'appelais trilogie des sous-quartiers. Donc, je présentais le présent des années 2000 comme ça, 80, des années 90 en fait, et 85, 90, je le présentais. Et il se passe que je me suis rendu compte très vite que les années 80 à 90 là euh, sont historiques, dans ce sens où c'est déjà, ça passe avec moi. Et donc, pas à pas, ces romans-là seront, on dirait, plutôt démodés, dans ce sens où le langage, les questions que les gens se posaient, les solutions même, la révolution populaire, par exemple, seraient démodées. Et dans ce sens où, ayant grandi, moi-même, je me suis rendu compte que ce qu'on appelait révolution populaire, là, c'était en fait des révolutions qui étaient mises en scène, et très facilement mises en scène à partir des États-Unis. C'est-à-dire qu'il suffit d'avoir une organisation, par exemple, qui finance des activistes. Et ces activistes-là savent qu'ils ont un salaire, n'est-ce pas? Et donc, ils sont peut-être 5 ou 10. Ils ont des structures bien précises et ils organisent une révolution. Si elle a la chance, elle va réussir. Si elle n'a pas la chance, elle va être écrasée. Mais là, on passe à notre pays. Donc, vivant aux États-Unis, je me suis rendu compte que ce que avant, lorsque j'avais 18 ans, je croyais être un enthousiasme, n'est-ce pas, dans lequel je me lançais, dans lequel je mettais toute ma foi et voilà, un enthousiasme qui faisait que je me disais qu'à partir du peuple en général, il peut y avoir une symphonie et donc, avec 50 ans comme ça, je me rends compte que cette symphonie-là peut aussi être mise en scène avec les mêmes résultats. Et donc, et historiquement, elle a été mise en scène plusieurs fois par des partis politiques, par exemple le parti communiste, n'est-ce pas, avec ses branches, etc. Elle a été mise en scène dans le pays avec les mêmes résultats. Donc, si je me rends compte, je parle là du Parti communiste des années 20, n'est-ce pas, du 19e siècle, n'est-ce pas, elle a pu mettre en scène la révolution populaire avec les mêmes résultats. Et donc, si je me rends compte de ça, ça veut donc dire que intellectuellement, j'ai grandi. Ça veut aussi dire que je ne peux pas écrire le même roman aujourd'hui, n'est-ce pas, tel que je l'avais écrit hier, parce que j'ai un peu mûri politiquement. Donc, ça fait que d'emblée, je me retrouve avec deux structures mentales, celle que j'avais lorsque j'avais 25 ans et celle que j'ai lorsque j'ai 50 ans, n'est-ce pas? Pour être maintenant concret, pour prendre un exemple concret, au Cameroun, on a le même président, Biya. Et donc, lorsque j'ai deux structures mentales comme ça, je peux prendre les mêmes personnages et les faire jouer dans deux structures mentales différentes. J'ai Temps le chien, la première structure mentale, je reviens 20 ans après, j'ai un Bounjak, qui est la deuxième structure mentale, n'est-ce pas? Et donc, je peux évoluer comme ça aussi à l'intérieur de la même narration. Parce que je reviens sur le même problème, je me rends compte que j'ai grandi, j'ai mûri. Je ne sais pas si je me fais comprendre là. Voilà. Maëva, ah, ça, on a levé la main. En tout Il cas, y a quelqu'un qui a écrit une question là. Oui. Et Ah oui. il demande où est-ce qu'il peut trouver il est très content il te suit beaucoup et il voulait savoir où il peut trouver tes livres à Douala. Oui, c'est Théam, n'est-ce pas? Théam, en fait, c'est une large question, hein? Ouais. Je vais un peu, en fait, réponse rapide. À Yaoundé, à la librairie des peuples noirs, mes livres sont disponibles. À Douala, je crois, Théam a également un réseau de quelques librairies dans lesquelles mes livres sont disponibles. Mais il ne faut quand même pas aussi oublier que j'ai été expulsé du Cameroun. Donc, ce serait très facile de faire comme si le monde n'a pas changé autour de moi. J'ai été expulsé du Cameroun. Donc, et mes livres ont été saisis au Cameroun plusieurs fois. Donc, c'est une situation pragmatique dont je ne parle pas souvent parce que je ne veux pas me présenter comme étant martyr, comme étant, etc. Mais c'est une situation réelle qui fait que, en fait, de tous les gens qui écrivent comme moi, qui ont mon âge, il n'y a aucun qui a été en prison, il n'y a aucun
dont les livres ont été saisis dans son pays, il n'y a aucun qui a été expulsé. Donc, j'ai été expulsé, je ne peux pas rentrer au Cameroun, etc., etc. Je ne veux pas en faire un problème, mais ça en est un. Ça veut donc dire que je ne peux pas répondre à cette question-là comme si le monde n'avait pas changé autour de moi. Le monde a changé autour de moi. Et donc, même lorsque TIAM envoie des livres au Cameroun, ils sont saisis. Donc, et ils les saisissent avec la volonté ferme de le ruiner, de faire que les livres qu'ils envoient, c'est un engagement financier, de faire qu'ils perdent de l'argent, n'est-ce pas? Et puis, ne les envoient plus. Donc, c'est ce que j'appelle souvent le bahat, c'est-à-dire c'est le mauvais cœur. Ils veulent tout simplement empêcher à une entreprise de fonctionner. Et donc, avec ça, on ne peut pas avoir une littérature. Parce que c'est une littérature on veut une littérature qui soit écrite des motions de soutien, pour pouvoir exister, pour pouvoir dire que je suis au Cameroun, mais signe d'émotion de soutien, rencontre le tyran tout le temps, et autrement, n'est-ce pas, on vous met en prison. Donc, c'est une situation concrète. Je préfère ne pas en parler parce que c'est une perte de temps, n'est-ce pas? Mais je vais plutôt parler d'autre chose. Lorsque j'ai oublié, mais en fait, je veux dire, à partir des années... Prof, je te coupe 2 secondes, juste pour répondre à Tumini, que s'il a besoin des livres, je connais la distributrice en fait de TAM. Elle est à Douala. Elle est à Bonaprison. OK. Donc, bon Donc, appétit. soit il me contacte, soit il nous contacte, il nous envoie un mail, comme ça je lui donne le contact, je lui laisse le mail. Je laisse le mail du branche littéraire. Comme ça, il peut justement... Attends, je lui pose la question et elle a pu me répondre. C'est laquelle librairie? Je demande juste les librairies dans lesquelles il peut trouver à Douala. Normalement, elle me dit que c'est en librairie. OK. Bon. OK. On va continuer. Voilà. OK. Bon, mais moi, je voulais aussi dire que, de manière générale, durant les années 2000 comme ça, 2000, j'avais à peu près, non, je dirais 2005, 2005. Donc, la plupart de mes livres étaient publiés sur le Serpent à plumes. Et le Serpent à plumes avait été racheté par des maisons plus ou moins pirates, par-ci, par-là. Et donc, moi, j'avais quand même une autre vision de la publication de mes livres. Parce que je voulais tout simplement que mes livres soient disponibles en Afrique et surtout au Cameroun. Pas que mes livres soient disponibles en Algérie, et moi, je viens du Cameroun, ou au Sénégal, et moi, je viens du Cameroun. Je voulais que mes livres soient disponibles à Yaoundé. Et donc, j'ai fait 2 choses. La première des choses, c'est que j'ai pris les droits de tous mes livres dans le futur. Et pour pouvoir le faire, j'ai estimé qu'il me fallait un agent littéraire. Et donc, mon éditeur de l'époque, étant devenu un agent littéraire, Pierre Astier, je suis donc devenu son client. Je lui ai dit, il faut qu'il négocie de telle sorte que tout livre que je publie, je garde les droits pour l'Afrique et je vais les donner à qui je veux en Afrique. Je n'ai pas dit vendre, j'ai dit donner à qui je veux en Afrique. Donc, j'ai les droits de tous mes livres à partir de 2000, en fait, de tous mes livres pour l'Afrique. Bon, maintenant, là, c'est le premier chapitre. Actuellement, les jeunes écrivains font ces 2 choses de manière générique. La première chose, c'est avoir un agent littéraire. La deuxième chose, avoir les droits sur ces livres pour toute l'Afrique. Mais moi, je le faisais en 2000, donc il y a 20 ans. En fait, j'étais pratiquement le premier à le faire. À l'époque, je discutais d'ailleurs avec les gens qui publiaient comme moi, ils ne le comprenaient pas. Ils leur disaient, il faut que j'ai les droits de mes livres en Afrique. Maintenant, la deuxième chose que moi j'ai faite, c'est qu'au Cameroun, moi, je connais des éditeurs. J'ai quand même grandi, j'ai dit, parmi les artistes. Donc, je connais des éditeurs. Et moi, je voulais toujours publier mes livres chez Édition Clé, qui est la plus importante maison d'édition au Cameroun, et d'ailleurs en Afrique centrale. Et donc, lorsque j'ai publié Mon Plaisant, je suis allé à Clé, je leur ai dit, voici ce livre-ci, je vous le donne. Et je vais en publier 3. Et donc, je leur ai donné, ils ont publié ça au Cameroun. Et donc, il y a une édition camerounaise. Et j'ai également des jeunes éditeurs, je leur ai dit, publier un livre, maintenant, c'est très facile. On envoie par PDF, le livre est formaté, vous le publiez au Cameroun. Et donc, Froom Team, Ifriqiya, etc.,
interligne. Je dis, ben, publier. Et on a commencé à travailler ensemble en 2005. C'est quand même il y a 20 ans. Et donc, voilà, en 2005, je vois Amel, et là, je ne connaissais même pas Amel. Donc, travailler ensemble et voir une vision dans le futur. Parce que j'estime que lorsqu'on est un écrivain qui est installé en Occident, on doit aussi aider les maisons d'édition qui sont basées au pays. Actuellement, c'est plus ou moins générique. Et il se passe qu'il y a eu entre-temps ce qu'on appelle les éditeurs indépendants en France qui prennent des fonds français pour partir publier en Afrique. Bref, la piraterie pure et simple de la Femania. Bon, maintenant, je me suis rendu compte, n'est-ce pas? On apprend du passé. Je me suis rendu compte de deux choses. La première chose, c'est que l'espace de l'édition en Afrique francophone, c'est un espace qui absolument n'est pas structuré. Donc, lorsqu'un espace n'est pas structuré, c'est vraiment comme si c'est l'esclavage pur et simple. Donc, il y a des éditeurs rapaces comme L'Harmattan qui s'installent, qui prennent tout. Il y a des gens qui signent des motions de soutien. Il y en a qui font introduire leurs livres au programme scolaire et donc qui vendent des centaines de milliers voilà, d'exemplaires du livre aux écoliers et puis on présente ça comme... Donc, il y a plus ou moins, c'est la mafia pure et simple. Et il y a des livres qui sont arrêtés, qui sont interdits, des écrivains qui sont jetés en prison, les gens s'en fichent. À Yaoundé, là, maintenant, il y a un tas d'écrivains en prison. Lorsque moi, j'étais en prison, tous mes amis écrivains, les jeunes écrivains dont je parle, je ne les ai jamais vus. Ils ont absolument disparu. Ils sont allés se cacher tous. Donc avec ça, je regarde la scène camerounaise avec beaucoup plus de distance, n'est-ce pas? Donc, avant, j'étais très enthousiaste, donc il y a 20 ans. J'étais très enthousiaste, mais maintenant, je regarde avec beaucoup de distance. Parfois, j'interviens, mais vraiment, c'est ponctuellement. Donc, je dirais que je le regarde avec vraiment beaucoup de distance. Donc, ce qui se fait, se fait. Parce qu'actuellement, bon, j'ai dit tout à l'heure que mes livres à Yaoundé sont disponibles à la librairie des peuples noirs. Mais la librairie des peuples noirs, c'est Mongo Betty. En 1995, je suis allé moi-même avec mes livres les déposer à la librairie des peuples noirs. Je n'ai jamais eu de chèque financier pour ces livres-là. Je suis allé moi avec mes livres comme à Paris, les déposer à Présence africaine. Je n'ai jamais eu de chèque financier pour ces livres-là. À la matin, jamais. Donc finalement, c'est une perte d'argent, c'est un effort, on le fait par cœur, quoi. On le fait par... ce ne serait pas 1 million de francs CFA. C'est l'argent jeté par la fenêtre, disons. Et donc maintenant, je me dis, bon, c'est OK. On a une question de Maëva. Oui, à la base, j'avais deux questions. Il y avait une qui portait sur l'édition et je pense que le professeur a déjà répondu à cette question-là. Mais j'ai une autre question sur la scène littéraire camerounaise. Je ne sais pas si le professeur a essayé de regarder un peu la scène littéraire camerounaise aujourd'hui. Et de plus en plus, on a cette question, on a ce besoin d'aller chercher dans le passé, dans l'Afrique, comment dire, précoloniale, pour répondre aux questions existentielles aujourd'hui en Afrique. On va voir un peu avec, comme Léonora Miano dans La Saison de l'Ombre, ou d'autres auteurs encore, des jeunes auteurs camerounais qui vont écrire sur l'Afrique précoloniale dans l'intention de réveiller les jeunes Africains aujourd'hui. Est-ce que pour vous, ça vous parle? Est-ce que pour vous, c'est une technique qui marche? Est-ce que c'est une réponse, c'est une technique adéquate à la situation actuelle? Bon, en fait, je ne sais pas, hein, je ne sais pas. Je crois que avec le premier livre, hein, on se pose ce genre de questions. Mais moi, je ne suis pas à mon premier livre, donc j'ai quand même un certain nombre de livres là. Et donc, lorsqu'on a un certain nombre de livres, on a élaboré une symphonie qui lie les livres les uns aux autres. Chez moi, la symphonie est à un centre. Le centre, c'est Yaoundé. En fait, je reviens à ce que je disais avant, que lorsque j'écris, en fait, j'écris pour moi-même. Je reviens vraiment sur ce que je disais avant. J'écris pour moi-même dans les deux articulations qui sont d'une part thérapeutiques et puis d'autre part, n'est-ce pas, en anglais. Le mot anglais, c'est self-defense. Hein?
Je ne sais pas comment est-ce qu'on dit en français. Ça dit, on dit engagement, etc. Non, je dis self-defense. Self-defense. Vraiment, self-defense dans le sens déjà psychologique et dans le sens technique et dans le sens vraiment d'armée. Et donc, on comprend pourquoi dans cette liaison-là, je défendrais des ambazoniens. Donc, c'est self-defense, tout simplement. Voilà. Donc, avec ça, moi, le centre, c'est Yaoundé. Donc, Yaoundé, à l'époque, et j'ai dit que je suis très structuré. Donc, premier étage, deuxième étage, etc., etc. Et donc, à Yaoundé, je vais de quartier en quartier. Donc, Yaoundé a 94 quartiers, disons 100 quartiers. Et donc, il y a des sous-quartiers, bien sûr, il y a des quartiers, sous-quartiers, etc. Et donc, on peut prendre un quartier aujourd'hui. On peut prendre, par exemple, disons Ongola. Ongola, c'est un quartier qui date de 1895. Donc, c'est là où Ongola est né. Donc, et c'est intéressant pour moi de raconter l'évolution d'Ongola, mais Ongola aussi, Yaoundé, c'est le pouvoir. N'est-ce pas? C'est le centre administratif, c'est le pouvoir. Donc. Et donc, avec le palais, avec les structures ministérielles, on n'habite pas à Angola. Donc, c'est le pouvoir. Et Yaoundé, c'est le centre de l'Afrique. Et donc, c'est le pouvoir francophone aussi, c'est la tyrannie, c'est tout. Donc, c'est comme ça que je regarde Yaoundé. Donc, on va prendre par exemple Siméon. Siméon, c'est le premier quartier d'immigrants à Yaoundé qui a commencé avec les Bamouns, invités par Charles Atangana, Charles Atangana entre 1920 et 1930. Donc voilà, 1920-1930, on peut dire que c'est la période coloniale, mais c'est une amitié entre deux hommes, Charles Atangana et le sultan Joya. Le sultan Joya a été mis en exil à Yaoundé pour une raison bien précise, parce que les Français l'ont chassé de Fumban. Et donc, n'est-ce pas, pourquoi l'ont-ils chassé de Fumban? Parce qu'il aimait les Allemands. Et donc, s'ils l'ont chassé de Fumban, c'est parce qu'il y avait la Première Guerre mondiale. N'est-ce pas? Le Cameroun a basculé dans le camp français, en fait, une partie du Cameroun, etc., etc., etc. Ça fait un roman déjà qui parle de la colonisation. Mais ça ne parle que de Siméon. Je peux prendre Bastos. Bastos, c'est le quartier UP, etc. Mais c'est le quartier UP dans ce sens où c'est l'ancienne classe coloniale des Français qui a été remplacée par la nouvelle classe postcoloniale des Camerounais qui était aisée. Et donc, avec ça, à Bastos, s'étaient installés des gens qui avaient plus ou moins une certaine aisance financière. Et donc, je peux situer un roman là-bas, ce que j'ai fait, n'est-ce pas, de la nouvelle bourgeoisie camerounaise. Donc, c'est comme ça que je regarde. Donc, je prends, bon, par exemple, Madagascar. Madagascar, c'est le premier quartier des fonctionnaires. Hein, je peux prendre Messa. Messa, c'est le quartier où Myobe a habité lorsqu'il était fonctionnaire. Mais là, c'est les années 40-50, n'est-ce pas? J'en ai fait un roman. Avec Madagascar, j'en ai fait un autre parce que c'est un quartier de fonctionnaires qui était déchu. C'est-à-dire le quartier est devenu un quartier populaire du quartier des fonctionnaires que c'était. Et donc là, c'est temps de chien. N'est-ce pas? Je peux prendre la carrière, n'est-ce pas? C'est le quartier où on exécutait les criminels. Durant les années 80, au Cameroun, on ne parlait que des bandits. On ne parlait pas des terroristes. Les bandits, les grands bandits, les grands bandits, les grands bandits, on les exécutait à la carrière. Pourquoi? Parce qu'il y avait une transformation des maquisards aux bandits, n'est-ce pas? Dans le discours. Et donc, je peux en parler également, dans les années 80 également, c'est le coup d'État. Donc, avec Yaoundé seulement, je peux parler de toute l'Afrique, de roman en roman, de roman en roman, de roman en roman. Donc, je n'ai pas besoin de regarder, je n'ai pas besoin de regarder ce que les autres font, n'est-ce pas? Hein? Je n'ai même pas besoin, je peux aller beaucoup plus profondément. Lorsqu'on regarde toutes les cartes du Cameroun, d'habitude, on enseigne que le Cameroun s'appelait Cameroun, mais c'est Douala qui s'appelait Cameroun. Donc, dans les livres de Njoya, de Charles Atangana, lorsqu'il dit Cameroun, il dit Douala. Et ces livres-là sont publiés. Ils sont publiés à Berlin, en allemand, ils sont publiés en traduction française de Njoya, et tous les livres de Njoya sont traduits. Lorsque Njoya dit Cameroun, il dit Douala. Mais le reste du Cameroun, là, s'appelait comment alors? Le reste du Cameroun s'appelait Guinée. Donc, qu'est-ce que les gens de la Guinée, là, faisaient? Comme on dit, par exemple, là, voilà, le golfe de Guinée, etc. Qu'est-ce que, en fait, la Basse-Guinée, c'est où on était ou bien la Haute-Guinée, n'est-ce pas? Comment est-ce que les gens vivaient là-bas? Hein? Ça veut dire quelle était leur relation avec la côte, avec Douala?
avec Cameroun, quelle était leur relation? Est-ce que c'était une relation d'esclavage? N'est-ce pas? Est-ce que c'était une relation de commerce? Hein? Comment est-ce que le Cameroun a été impliqué dans la traite? N'est-ce pas? Donc, c'est des relations comme ça qui doivent encore être racontées. Mais moi, je les raconte surtout pour comprendre moi-même. N'est-ce pas? Et donc, je ne sais pas ce que les jeunes auteurs font, mais moi, je suis un auteur qui va de roman en roman dans une seule ville et qui lit cette ville-là au monde entier. Est-ce que vous avez d'autres questions? On a 10 minutes, donc profitez de ce moment si vous souhaitez, si vous avez d'autres questions à Non, en fait, poser. j'ai juste un commentaire. Alors, c'est un plaisir de découvrir que le professeur est une personne assez cohérente parce que de la façon dont il parle, je le suis sur Facebook et je vois que c'est une personne très technique, même dans sa manière de répondre à des thématiques. J'ai vu dernièrement avec son intérêt pour entre parenthèses, la bamiphobie, ou avec sa réponse j'ai vu une réponse qu'il a fait à M. Dimeli Raoul sur le nom en pays bamileke. Ce sont des très belles thématiques et chaque fois, c'est très intéressant d'avoir des réponses juste en parcourant son mur et je voudrais qu'il le sache. Moi, je trouve d'excellentes réponses en parcourant son mur quelquefois. Alors, je voudrais juste qu'il le sache aujourd'hui. Merci. Quelque part, il aide une personne à comprendre ses propres idées quelquefois. Merci beaucoup, merci beaucoup. Mhm. J'ai dit avant que l'espace Yoruba m'a formé. C'est un peu ma tête, hein? Et l'espace du Burkina, c'est mon cœur. Parce que les Burkinabés sont des léninistes. Ce sont des marxistes-léninistes. Donc, Sankara, c'était un marxiste-léniniste, c'est-à-dire c'est la gauche radicale. Donc, c'est ça le Burkina Faso. Et donc, vraiment, je suis à gauche radicalement. Et donc, mais je l'exprime. Je ne vais pas écrire l'histoire du Burkina Faso, ils vont le faire mieux que moi. Je ne vais pas écrire l'histoire du Nigeria, ils vont le faire mieux que moi. Mais ce qui est extraordinaire quand même avec le Nigeria, surtout les Yoruba, c'est que c'est une culture festive. C'est une culture, lorsqu'un Yoruba entre dans une salle, tout le monde sait qu'un Yoruba est entré dans une salle. C'est une culture de fierté. C'est un peu comme le coq qui marche en route. C'est comme s'il n'y a pas de voiture. Il est fier de sa propre. Il croit que le monde entier est en train de regarder ce coq. Il marche, ou bien le pan, disons comme ça. Il est d'une fierté et les vêtements Yoruba, l'ovation, la culture de célébration de soi est si nombreuse. Prenons par exemple la culture des noms. Donner le nom est lié à une cérémonie. Donner uniquement le nom à l'enfant, qui est un acte tout simplement bureaucratique au Cameroun, est lié à une cérémonie, hein, où on fait une fête, on danse, chacun vient avec ses grands boubous, avec ses plus beaux vêtements, on invite et ça dépense de l'argent uniquement pour le nom. Donc, c'est un peu ça la culture de célébration de soi. Et moi, je pense que, étant Banganté, venant du Cameroun, étant donc Bamileke, je pense que c'est ce qui manque un peu chez nous. C'est-à-dire qu'à cause de l'histoire, n'est-ce pas, qui a écrasé une culture qui en soi a tous les éléments pour pouvoir se célébrer. La culture du nom, hein, la culture justement de la spécificité du nom. Donc, uniquement l'étude même de cette culture-là fait que lorsque j'en parle, je suis content. Et j'ai dit avant que je ne suis pas, je ne parle pas facilement ma propre langue Mujumba. C'est-à-dire vraiment, je dirais honteusement que je la parle à peine. Mais je la découvre. Donc, je lis des livres, je cause avec des gens sur la page, les gens participent de partout. Ils m'informent aussi. Je dis, ben, ah bon, c'est comme ça. Et donc, à partir de là, je lis encore plus, je découvre des choses. Donc, cette découverte-là, ce n'est pas seulement moi qui informe, c'est réciproque, n'est-ce pas? C'est ce que j'appelle l'écriture chorale. Prenons certains de mes livres. Par exemple, tous les Bamileke d'habitude ont grandi en ne sachant rien de la guerre civile. Et moi, je ne savais rien de la guerre civile qui a eu lieu de 1960, 1955, disons, à 1970 dans l'espace Bamileke. Et il se passe justement que
en causant avec des gens sur ma page Facebook, je n'ai pas seulement connu des espaces où la guerre civile a eu lieu, j'ai également été renseigné sur des coins spécifiques et même sur des personnes que je dois rencontrer. Et lorsque j'allais au Cameroun, lorsque j'allais encore au Cameroun, j'allais les rencontrer, je faisais des interviews. Et les gens sont là, n'est-ce pas? Je causais avec eux. Et ce n'est pas justement que le quartier général de Ernest Ouandié, c'était à Toungou. Mais Toungou, c'est Bazou, c'est d'où je viens. C'est-à-dire que c'est mon village. Donc, si pendant 10 ans, le quartier général d'Ernest Ouandié, c'était dans mon village, ça veut donc dire que merde, c'est l'histoire du Cameroun qui m'est tombée entre les mains. Mais alors, lorsque je lisais les livres vont me parler de, oui, il y a eu telle bataille, il y a eu tel massacre ici, il y a eu tel massacre. La guerre n'est pas structurée à partir des massacres. La guerre est structurée à partir du quartier général. Et c'est ça la perspective que moi j'ai. Et donc, avec ça, je peux raconter la guerre du point de vue de ceux qui la menaient, n'est-ce pas? Avec facilité. Là, c'est un seul côté. Un autre côté, c'est que moi, j'ai grandi avec le mythe, n'est-ce pas, de celui qui a finalement rendu le passage de ma propre famille dans la classe moyenne, le ministre Nkwayep. Mais c'est lui qui était le ministre de l'administration territoriale à l'époque de la guerre. Donc, c'est là un autre côté. Ça veut donc dire que je peux raconter la guerre de manière intime, sans aucun problème. Mais maintenant, lorsque je lis les livres uniquement, ou bien les livres me parlent, il y a eu le massacre à Bamintine, il y a eu Momo, donc on parle de la guerre à partir des épiphénomènes. Mais moi, je suis systématique. Donc, je la ramène à la base même. Quel est le quartier général? Qui sont les acteurs principaux? Qui sont les stratèges de cette guerre-là? Comment est-ce qu'elle était mise en branle? Ou bien on parle de la guerre à partir de la France. Mais moi, je ne peux pas parler de la guerre à partir de la France parce que je suis Bamileke. Et raconter la guerre du point de vue Bamileke est essentiel. Et je ne peux pas le faire sans la contribution des gens qui, sur ma page, viennent m'aider. Et donc, depuis le début, depuis que je suis venu sur Facebook d'ailleurs, les gens participent, c'est-à-dire j'apprends, vous apprenez, on apprend réciproquement. Et sur la base de ça, j'écris mes romans. Merci beaucoup, Patrice, pour ce retour. Lucia, tu voulais peut-être parler? Oui, non, mais j'allais remercier aussi. Donc, Bah, donc merci beaucoup pour cette masterclass, hein, comme Bah, tu disais. C'était une masterclass, effectivement. carrément. C'était un plaisir de vous entendre déjà sur votre parcours en tant qu'écrivain, sur la perception que vous avez de l'écriture, sur la façon dont vous écrivez aussi. Parce il y a un mot que je retiens, c'est l'authenticité, la sincérité. Mm. Voilà, qui vous et la volonté de comprendre qui vous guide. Et je trouve que c'est un beau message à partager autour de nous, hein, de nous amateurs, auteurs d'écriture. Donc merci à vous. Merci, prof. Merci aux participants. Hein. Et on va remettre, moi j'ai demandé à Issa comment je fais pour récupérer le replay de la vidéo. C'est parce que quelqu'un sait. Alors, normalement, tu auras la vidéo Ouais, qui ouais, normalement, tu vas le récupérer directement sur ton ordinateur. D'accord. OK. Est-ce que tu veux dire un dernier mot avant qu'on se quitte? Oui, non, je vous remercie vraiment. Hein, et, voilà, Rosine, Roro, moi, je te félicite encore pour ton initiative et je vous félicite également pour ce travail que vous faites. N'est-ce pas? Ce n'est pas évident parce qu'il faut savoir que à l'époque, là, hein, maintenant, je peux parler comme un ancien. À l'époque- oui, à l'époque, là, c'était pas les Africains qui faisaient ça. Hein, ça veut donc dire qu'il y a une évolution qualitative, dans ce sens où les voix, n'est-ce pas, qui étaient poussées vers la périphérie sont en train de prendre possession de l'espace. À l'époque, évidemment, ce n'était pas possible sur Zoom. Hein? Ce n'était possible que dans la mesure où, par exemple, un écrivain quitte de chez lui, prend l'avion et vient en France
s'asseoir devant le public que nous voyons ici. Et vraiment, il n'était jamais beaucoup plus grand que ce que nous avons ici, c'est-à-dire une vingtaine de personnes. Hein? Et puis ensuite, reprend l'avion, ça va chez lui. Alors, il faut savoir que des choses ont si changé qu'on ne s'en rend même pas compte. Hein? Quelqu'un a posé une question du Cameroun et la réponse lui a été donnée. C'est beau ce qui se passe. Hein? Et je pense que ce serait triste si on ne se rendait pas compte qu'il y a une nouvelle forme de littérature qui naît de ça. Hein? Une littérature beaucoup plus proche, et beaucoup moins entre les mains, n'est-ce pas, de ceux qui peuvent payer les billets d'avion, qui peuvent, hein, qui ne sont que des Blancs, qui ont un comité de lecture, hein, qui sont des grandes maisons là. Non, maintenant, c'est démocratique. Donc, je vous félicite beaucoup et tenez bon. À bientôt, donc. Merci, merci, prof. Je veux juste rappeler les derniers ouvrages du professeur Ngaran, donc au Boudjak. Pour ceux qui sont à Douala, justement, ils peuvent trouver ça à l'IPACA. On vient de me dire qu'on peut trouver ça à l'IPACA. Premier président noir également. Et concernant notre festival de littérature, on reste encore pour l'instant les seuls afro-descendants à organiser ce type de festival de littérature en France, en Europe. En Europe. Après, je ne sais pas si aux États-Unis, il y a un festival de littérature africaine organisé par des afros, mais en Europe, là, on est les seuls encore qui organisent, en tout cas, pour l'instant, c'est les seuls qui organisent un festival de littérature africaine. Après, il y a le festival de littérature jeunesse aussi qui est organisé par une afro-descendante. Mais pour l'instant, on reste. Les autres sont organisés justement par des blancs, comme tu dis. Et on a toujours besoin de soutien comme des grands auteurs comme toi. Si je dis toujours que si tous se disaient, OK, d'accord, on va soutenir cette initiative-là, c'est qu'on on sera le plus grand festival de littérature africaine en Europe. Mais ça va venir. On a un travail qu'on est en train de faire. On essaie de ramener tout le monde à la cause parce que c'est une cause hein, qu'on défend et de plus en plus de personnes s'intéressent justement à ce qu'on fait et on est très content parce que les auteurs qui s'engagent parce que nous on n'a pas de financement et beaucoup d'auteurs justement depuis aussi s'engagent parce que c'est nous parce que on leur explique que c'est on soutient, et, enfin, on leur explique l'esprit, en fait, de devoir soutenir cette cause que nous aussi, pour laquelle nous luttons. OK. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, prof. Merci à tous les participants.